Merci beaucoup à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. On est ravis de vous voir si nombreux à cette réunion de lancement du groupe stratégique Normes et Standards Blockchain. Pour me présenter rapidement, je m'appelle May Gaonache, je suis chef de projet à l'AFNOR et je travaillerai main dans la main avec Julie Lataviec sur ce dossier, qui est responsable de développement numérique. La réunion d'aujourd'hui vise à vous présenter le groupe stratégique Normes et Standards Blockchain. Quel sera son fonctionnement et quels seront ses objectifs? Et la réunion d'aujourd'hui vise également à vous présenter en quoi les normes et les standards blockchain sont un levier business pour le développement de vos structures. Pour information, on aura 20 minutes de questions-réponses à la fin de la réunion. Donc, n'hésitez pas à poser les questions directement dans le chat. On les traitera à la fin. Et donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Julie Lataviec, qui vous présentera les enjeux de la normalisation pour la blockchain. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Julie Lataviec, responsable développement numérique à AFNOR. Je suis également rapporteure du comité stratégique information et communication numérique, toujours à l'AFNOR, et vice-président du groupe stratégique normes et standards blockchain qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas AFNOR, donc je vais vous faire un petit rappel. AFNOR est l'association française de normalisation. C'est l'organisme national de normalisation qui représente la France au sein des organisations internationales et européennes de normalisation. Donc, nous sommes le deuxième organisme de normalisation européen et nous sommes dans le top 3 au niveau international. Donc, notre mission est de conseiller et appuyer les stratégies de normalisation de nos clients partenaires au niveau national, européen et international. Et pour cela, nous co-créons des documents normatifs avec nos clients partenaires, élaborés dans le consensus et répondant à un besoin réel du marché. L'objectif est de créer des écosystèmes favorables aux acteurs français, à la fois du secteur privé et du secteur public, et de promouvoir la vision française à l'international. Donc peut-être pour rappel, une norme est un document de bonne pratique volontaire, c'est-à-dire non obligatoire, et élaboré dans le consensus par un ensemble d'acteurs privés et publics. Nous avons également un rôle de veille de ce qu'il se fait au niveau européen et international en normalisation, et donc un rôle d'alerte des décideurs politiques et économiques sur les dossiers stratégiques. Il s'agit de soutenir la réglementation nationale en travaillant avec les acteurs publics et de soutenir les acteurs privés en leur fournissant une veille économique et stratégique sur les travaux européens et internationaux. Donc, AFNOR accompagne les organisations privées et publiques pour soutenir leurs technologies innovantes ou les aider à les mettre en place, à les utiliser dans le cadre de leurs activités. Les normes internationales contribuent fortement à soutenir l'innovation et au développement d'une industrie mondiale. En fait, elles constituent un puissant vecteur d'innovation et de pénétration de marché, car elles permettent d'abaisser les barrières à l'entrée et d'ouvrir l'accès à de nouveaux marchés en établissant des règles du jeu claires et équitables pour toutes les entreprises concernées. Donc, la blockchain est donc un sujet à fort enjeu pour la normalisation et nous avons créé différentes structures pour rassembler les acteurs privés et publics et travailler sur des normes françaises, européennes et internationales. Donc, la première structure est le comité stratégique information et communication numérique. C'est en fait un lieu où se rassemblent les décideurs d'un marché, là en l'occurrence le numérique, dans le but d'échanger et de définir qu'est-ce qui sera normalisé demain. Et la blockchain est un sujet phare des discussions du comité stratégique information et communication numérique. Donc, nous avons également une commission nationale sur la blockchain, qui est d'ailleurs gérée par ma collègue Maëlle Gaonache et présidée par Sylvain Cariou de Crystal Chain. Donc, nous envoyons des experts français au niveau européen et international pour travailler sur des normes. Donc, par exemple, au niveau international, nous envoyons des experts français au groupe qui s'appelle l'ISO TC 307, technologie des chaînes de blocs et technologie de registres distribués, pour travailler sur des normes sur la terminologie,
la sécurité, les smart contracts, la gouvernance, sur des cas d'usage et aussi sur l'interopérabilité. On envoie également des experts français travailler sur des normes européennes au CEN, qui est le Comité européen de normalisation, et ils travaillent sur des normes répondant notamment aux exigences du règlement EIDAS et de la RGPD. Et enfin, au niveau national, nous travaillons en ce moment même sur le développement d'une norme française sur la confiance dans les données enregistrées dans un registre distribué de type blockchain. Et donc, pour donner une impulsion supplémentaire à ce sujet en normalisation, nous avons lancé en octobre dernier un partenariat avec la Fédération française des professionnels de la blockchain. Donc, vous avez peut-être participé à l'événement de lancement qui a eu lieu en octobre, juste avant le deuxième confinement. Et de là, nous avons décidé de créer ensemble un groupe stratégique normes et standards blockchain. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Julien qui va vous expliquer un peu l'objectif de ce groupe stratégique et ses missions. Merci. Bonjour à tous, merci Julie. Julien Bringer, je suis impliqué moi-même dans les sujets de normalisation depuis quelques années, impliqué dans la commission de normalisation blockchain quasiment depuis son démarrage, la commission qui a été introduite par Julie. Et il se trouve aussi que je suis impliqué côté ISO TC307 en tant que, on va dire, leader d'un groupe de travail sur les aspects sécurité, vie privée et identité. Donc, je suis très attaché au sujet normalisation, mais je vais vous expliquer ici ce qu'on essaye de faire à travers ce groupe stratégique. D'autre part, je suis expert technique sur un certain nombre de sujets, mais ce n'est pas l'objet principal de cette présentation. Mais voilà, je cherche à la fois à adresser des aspects plutôt adoption des technologies blockchain, mais aussi des aspects très techniques en dehors de la présentation d'aujourd'hui. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Julie. Donc, pour commencer, un rappel sur ce qui est la FFPB, la Fédération française des professionnels de la blockchain. Une fédération qui a été créée l'année dernière, dont le lancement a eu lieu effectivement juste avant le deuxième confinement. C'est intéressant d'avoir des repères temporels par rapport au confinement, c'est lié à ce qu'on vit aujourd'hui. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, c'est une fédération qui a été lancée l'année dernière, qui se trouve avoir le soutien notamment du ministre d'État au numérique, Cédric O, et qui entend à contribuer à la professionnalisation de l'écosystème français de la blockchain à travers un certain nombre d'actions. À travers un certain nombre d'actions internes de dialogue entre les professionnels, mais aussi de dialogue avec l'externe de la FFPB. Donc, pour favoriser l'adoption des technologies blockchain, favoriser aussi et supporter l'écosystème français pour pouvoir avoir plus de poids dans les discussions en France, mais aussi à l'international, et pour pouvoir être efficace dans cette vision et atteindre un certain nombre d'objectifs liés à cette vision. La FFPB se structure avec un certain nombre de comités stratégiques, comme ils sont appelés en interne de la FFPB, et il y a un certain nombre de groupes et de comités qui sont soit déjà lancés, soit en cours de lancement, et il y a dont des annonces qui vont venir bientôt. Et on voit ici, par exemple, que il y a un comité stratégique qui s'est construit autour de l'économie circulaire. Il y a d'autres comités qui sont en cours de construction sur un certain nombre d'aspects, tels que les tiers de confiance numérique, la cybersécurité. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a un comité qui se trouve être nommé groupe stratégique pour être bien en ligne avec les dénominations aussi à l'extérieur des groupes au niveau de l'AFNOR, le groupe stratégique normes et standards. Slide suivant, s'il te plaît. La FFPB, pour finir sur les différents modes d'action et le positionnement, l'objectif et à la fois la manière de fonctionner intrinsèque et donc on peut dire l'ADN, c'est d'avoir une dimension vraiment professionnelle pour permettre le développement d'un tissu économique. C'est d'être orienté plurisectoriel,
pas se limiter à un seul secteur. On sait bien que la blockchain, pour beaucoup, au début et encore aujourd'hui, était très fortement associée à certains domaines particuliers, en particulier le domaine de la finance, mais ce n'est pas du tout l'ambition de se limiter. Bien au contraire, le but, c'est de favoriser l'adoption sur tous les secteurs. C'est aussi donner l'accès, favoriser l'accès à des ressources de qualité, que ce soit des experts, que ce soit des documents, des guides, des mises en relation avec d'autres acteurs. Et en parlant de mise en relation, c'est beaucoup tourné autour de la collaboration entre des intervenants et des professionnels de différents secteurs, mais aussi de différents niveaux, que ce soit des institutions, des industriels, des PME, collaboration avec un certain nombre d'autres organisations. Et c'est pour ça qu'on se parle notamment aujourd'hui, qu'on parle notamment du lancement de ce groupe, c'est que ça passe aussi avec de la collaboration avec des organisations, des institutions telles que l'AFNOR. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, comme l'a dit Julie, c'est une collaboration qui a été initiée l'année dernière, en fin d'année dernière. Elle est née à travers une vision commune sur le fait que les normes ont un fort potentiel pour soutenir l'innovation et le développement d'un écosystème. Et c'est vrai dans de nombreux domaines, et on y croit aussi dans le domaine de la blockchain. Mais il y a aussi eu un constat commun qui est qu'il y a besoin d'identifier les besoins des professionnels du secteur. Et donc la collaboration se veut vraiment avec un objectif fort sur l'identification des besoins pour aider à la construction de normes dans le cadre de l'AFNOR, ensuite dans un cadre plus traditionnel. C'est orienté vers les professionnels de la blockchain, bien sûr, vers les acteurs de la normalisation également, mais aussi vers des acteurs qui ne sont pas forcément du monde de la normalisation, mais qui sont intéressés ou développeurs de technologies autour ou d'applications autour des solutions blockchain. Les missions principales qui ont été diffusées, et que vous avez certainement eu l'occasion de consulter, qui ont été diffusées dans les documents qu'on circulé pour le lancement de ce groupe, c'est mobiliser les acteurs, bien sûr que ce soit économique, technologique, autour des enjeux de normalisation, pour que tout le monde ait une compréhension commune, partage les besoins en tant que normes, et donc recueillir ces besoins pour les différents utilisateurs et acteurs français, en premier lieu pour accompagner leur développement, et ensuite pour proposer des recommandations pour l'élaboration de normes qui répondent aux besoins de ces acteurs, bien sûr au niveau français, mais pour toutes les technologies aujourd'hui, mais peut-être encore plus pour les technologies blockchain, où il y a une résonance forte de collaboration et de réseau au niveau mondial, aussi tournée vers des axes de développement européens et internationaux. Les livrables peuvent être de différentes natures, mais un des objectifs, c'est d'abord de fournir des livres blancs qui seront à disposition du public, qui ne soient pas juste orientés pour les acteurs de la normalisation, qui puissent permettre d'éduquer, de partager un certain nombre de connaissances autour des problématiques de normalisation blockchain, mais pas seulement, encore une fois, pour les acteurs de la normalisation. Et en plus, comme c'est bien indiqué dans les missions et dans la manière dont le groupe est structuré, c'est aussi pour partager des recommandations pour l'élaboration de normes. Donc il y aura des livrables dans ce sens également. Slide suivant cette fois-ci, merci. Au niveau organisation, donc on l'a déjà dit brièvement entre Julie et moi-même, donc c'est un groupe qui fait partie, qui est l'un des comités qui sont lancés par la FFPB, et donc on peut entrevoir déjà qu'il y aura raisonnablement des axes de communication, de collaboration avec les autres comités de la FFPB, et c'est aussi un groupe qui est placé au sein de l'AFNOR sous l'égide du comité stratégique information et communication numérique, qui a été introduit par Julie. Et c'est aussi sous cette organisation-là qu'il y a des axes de collaboration possibles avec un certain nombre de commissions de normalisation et ce comité au sein de l'AFNOR.
Donc, assez naturellement, ce qui va se passer maintenant au niveau de l'organisation des travaux, c'est que l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est, après vous avoir présenté cette feuille de route et aussi les enjeux, finalement, faire partager quelques enjeux de la normalisation à travers les autres intervenants, c'est commencer à structurer le groupe en procédant aux premières inscriptions, commencer à organiser des réunions dont l'objectif est d'avoir un rythme relativement régulier, modulo l'été, où on verra comment s'adapter, mais avec une fréquence minimale envisagée d'1 à 2 mois, sur lequel on va commencer à recueillir les intérêts et les besoins des différents acteurs pour pouvoir ensemble établir les priorités, sachant qu'on a déjà quelques idées de domaines qui peuvent intéresser les acteurs, mais on veut que ça soit confirmé et à travers tout le groupe dans son ensemble. Et derrière, une fois qu'on aura établi ces priorités, commencer à travailler vraiment sur, finalement du contenu pour les documents qu'on peut livrer, c'est partager cette information au sein de la FNOR, au sein de la FFPB, en fonction des recommandations qui peuvent devenir plus ou moins concrètes, éventuellement envisager collaboration avec des commissions de normalisation, soit la commission blockchain, soit d'autres commissions, en fonction des secteurs qui sont impactés par les besoins en normalisation qui sont identifiés. Slide suivant, s'il te plaît. Si on résume un peu l'objectif de ce groupe stratégique, finalement, ce qu'on veut, c'est rassembler différents acteurs professionnels de la blockchain, spécialistes ou non du monde de la normalisation, essayer de faire en sorte que la non-connaissance, quelque part, du monde de la normalisation ne soit pas un frein pour cette discussion. On veut que ça soit justement une place de discussion des différentes problématiques, des besoins, que ça soit pour un même secteur ou à travers différents secteurs, les besoins en termes de normalisation, et que finalement ça serve à travers ce rassemblement et ces discussions de catalyseurs pour les actions de normalisation. Voilà. Et au propos de réunion, on vous annoncera une date tout à la fin de la présentation. Merci à tous. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat en cas de besoin. On les traitera à la fin de la réunion. La prochaine présentation se fera en anglais. Donc, I will now switch in English. So, Noreen Hafez and Daniele Tunieto from Algorand will now present how the standards contribute to our development. Hello. Can you see me? Yes. Okay, Yes, we perfect. can. Okay, very good. Well, bonjour. Thank you for having me here. My name is Noreen Hafez. I'm the Senior Director of Product Marketing at Algorand. And I'm very happy to give you a quick overview of who Algorand is, and then I'll hand it over to Danielle to discuss standardization and a sample use case for Algorand. From a high overview, Algorand became the world's first pure proof-of-stake blockchain that is accelerating the convergence between decentralized finance and the traditional financial world by enabling the simple creation of leading financial products, protocols, and exchanges of value. We are a foundational infrastructure in blockchain for value representation and an exchange in the digital age. Next slide, please. Blockchain is representing a key innovation, allowing the digital representation of value in the digital age with no double spending by design. However, when blockchain was first designed, there was multiple limitations within the first protocol. For example, Bitcoin, which paved the way for cryptocurrency, is still considered blockchain 1.0 with a primary role as a store of value. Ethereum soon came after, and it's providing tokenomics, utility, and it's known as blockchain 2.0, developing smart contracts. Despite that, there's still many shortcomings with blockchain, with the legacy blockchains. And this is how Algorand came about. Considered next generation blockchain or 3.0, has solved the shortcomings of legacy blockchains known as the blockchain trilemma, while still consuming very little energy, as well as having unique functionality, such as the built-in layer 1 infrastructure that allows for resiliency, low transaction fees needed in financial transactions in both private and the public sector. Next slide, please.
So Algorand was created by Tuareg RSA Prize winner and MIT professor Silvio Micali for a purpose. He and a team of world-renowned cryptographers, technologists, researchers, economists studied the first generation blockchain and decided to reconstruct a new blockchain, a next generation blockchain that requires no compromise on scalability, decentralization, or security, solving the blockchain trilemma, and having advances in technical features that we'll talk about in the next slide. A blockchain that has advances in speed, reliability, and usability deployed in today's solving real world problems. So in this slide, Algorand is really designed for the future of finance. With an open public network, Algorand technology enables a set of high-performing layer 1 features that provides built-in security, privacy with cochains, advances in smart contracts, and Algorand standard assets are essential in the financial world. With a pure proof of stake consensus, there are minimal computational power required, which makes us carbon neutral and makes us very efficient. And it's an open and inclusive system. In terms of speed, Algorand is offering 1,200 transactions per second with complete transaction finality in 4.4 seconds, which significantly reduces settlement times and counterparty risks and the ability to scale to billions of users. This finality allows the platform to mathematically be guaranteed, and actually it's been third-party verified to never fork, providing the resilience necessary to run critical infrastructure and financial applications. It's a completely secure network with highly resilient infrastructure that's globally distributed. Has built-in layer 1 capabilities such as mentioned before, advanced smart contracts, Algorand standard assets, atomic multi-party transfers, and unique to Algorand rekeying. Additionally, Algorand has reduced barriers to entry and implementation for developers by providing easy-to-use templates and SDKs standardizing the functionalities built into the protocol, with enterprise SDKs in Java, JavaScript, Python, and Go. It also has open source that allows anyone to build on it. This allows for an entire ecosystem that can build using the same standards and can interoperate together. Example of standards of the platform include fungible, non-fungible, security tokens, including the ability to whitelist an address, freeze an asset, and clawback or revoke an asset, giving the security needed today for today's financial enterprises. Last slide, please. As you can see from this last slide, today's Algorand's ecosystem is growing and is helping launch many use cases for the decentralized world, the traditional financial sector, as well as governments and public sectors, in addition to environmental, identity, gaming, and a lot of other use cases. This is helping businesses accelerate time to deployment and streamlining integration with other platforms through certified partnerships. And with that, I'm going to give it over to Danielle, and thank you for having me. Bonjour, I am Daniele Tumieta. I'm an ambassador of Algorand, and I work in the technical committee TC ISO 307 on blockchain. Can I have a slide, please? Yes, I think you can share the slides by yourself. You can okay. Share your screen. Okay, no problem. You can see now. Yes. Okay, perfect. This is the structure of the activities of a working group of the TC 307 blockchain of ISO. In these committees, we are working hard in all the working groups to give the market the standards it requires as quickly as possible. And you can see in this slide all the organization of the working group and the specification of the standards that are developed
or under development. And today, fintech world is constantly and continuously changing the habits for consumers and businesses in many countries, influencing the choices that are made in the financial sector. This phenomenon has fostered the creation of new services that are based on modern fintech and digital technologies, such as the securitization platform. Stoneis is a digital marketplace that creates a new securitization platform. Is based on the Algorand protocol for running end-to-end securitization transaction. It allows the creation of blockchain-based securities, security tokens, embedding secondary trading. The platform solves the major issues of securitization. Low efficiency, traditional securitization takes time and money, and low transparency. Securitization complexity can make the assessment of the value of investment hard. This ends up in serving the real economy by providing cost-effective liquidity for SME companies, growth, which leverage lower capital cost and efficient private placement. The platform is based on notarization and tokenization, which converts ownership rights into digital units of value. This is something that could not be done before. And this is one of the most important solution based on Algorand, and this is also sorry, I don't understand. Is a solution based on Algorand and is approved in the working group 6 of ISO 307 on blockchain, and will be a part of a new standard that will publish it soon. Thank you. Thank you very much to both of you, Daniel and Noreen, for your presentation. Nous allons maintenant donner la parole à Bertrand Potser, qui nous présentera l'exemple de Tessie, qui est une entreprise engagée dans la normalisation de la blockchain. Oui, bonjour, bonjour à tous et merci de nous accueillir pour vous donner un témoignage effectivement de terrain. Donc avant de commencer, je vais vous présenter notre cœur de métier, puisque c'est important quand même que vous sachiez qu'on ne va pas forcément parler crypto-monnaie, mais plutôt de confiance et de traçabilité, puisque c'est quelque part notre domaine principal. Donc, on pourrait passer au slide suivant. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, qui on est. On a eu donc dans le second marché, on a un chiffre d'affaires de 412 millions d'euros, 11 000 collaborateurs, on est dans 14 pays. Il faut savoir qu'on maîtrise à peu près tous nos codes sources en tant qu'éditeur de logiciels pour pouvoir assumer pleinement les différents services que l'on propose, services essentiellement autour des différentes briques donnant lieu à de la force probante pour des représentations fiables et fidèles des différents documents, des différentes étapes des processus dans une entreprise. Donc, on est des accompagneurs dans la transformation numérique des grands donneurs d'ordre autour d'un certain nombre de services et de produits qu'on met donc à disposition. Donc, on ne va pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Il faut savoir qu'on a
qu'on a à peu près 125 chefs de projet, on a 9 centres de R&D, et on est également hébergeur de nos propres données autour de 6 data centers en Europe, qui hébergent pas loin de 5, on parle de pétaoctets sur 3000 serveurs à peu près. Donc on est vraiment on va dire des acteurs avec pour vocation d'être des tiers de confiance. On peut passer au slide suivant. Des tiers de confiance, et par là même, quand on parle de confiance, ben forcément, on arrive tout de suite à la notion de normalisation qui rentre directement finalement dans notre ADN. Normalisation autour, bien entendu, de la conformité, puisqu'on est forcément en train de parler de données, on est en train de parler de RGPD, on est en train de parler de certification ISO, de qualité, de conformité, de sécurité. Et on sait aujourd'hui, et c'est un sujet à mon avis qui est assez important, notamment dans le cadre des standards et de la blockchain, d'identifier immédiatement que en termes de confiance, ça peut avoir une définition différente en fonction des différents domaines d'application. Et ça, vous allez voir par la suite, ça peut être aussi une source ou un levier important en termes de sujets dans ces différents groupes de travail. On a également, au niveau de la confiance, plus précisément normalisé, bien entendu, dans des domaines particuliers comme la santé, puisqu'on est HDS. On est également membre d'un certain nombre de commissions, comme l'AFNOR, également le Syntec numérique, la Fédération française des professionnels de la blockchain, bien entendu, et puis d'autres, locales ou moins locales, puisque l'on est implémenté dans à peu près toutes les régions de France et dans pas mal de pays d'Europe, notamment au niveau de l'Aquitaine. On participe au Syntec Tour, enfin, on a quand même beaucoup d'activités dans le domaine. On est bien implanté dans la partie éco-responsabilité. C'est important aussi pour tout le domaine qui nous intéresse aujourd'hui autour de la confiance dans le numérique, puisqu'on voit de plus en plus que le financement et l'économie responsable de la data éthique, la consommation d'énergie devient quelque chose de primordial dans notre approche du business, et ça devient de plus en plus un élément important dans le choix et dans les décisions au cours des différentes consultations. Donc, au niveau de la confiance, on peut enrichir effectivement ce panel de normes par la qualification. On est qualifié en tant que tiers pour les lettres recommandées, également pour tout ce qui est au redatage, certificat, via un certain nombre de filiales au sein du groupe, ce qui nous permet d'avoir des modules à assembler pour répondre au plus proche des problématiques métiers. On a du HSM, et on est, comme je l'ai dit avant, Green IT, Planet Take Care pour toute la partie on va dire la partie éco-responsabilité. Et à titre d'exemple, on a augmenté de 30% le nombre d'employés chez Tessie sans augmenter notre émission de gaz à effet de serre. Et c'est aujourd'hui des leviers comme ça qui sont importants et sur lesquels, effectivement, en termes de réflexion autour de la blockchain, à mon avis, il y aura lieu également de faire un petit focus dans ces différents groupes de travail. Est-ce qu'on pourrait passer au slide suivant ? Donc forcément, la problématique d'un professionnel, comme c'est voulu, c'est vraiment quelque part de recenser les différentes clés pour la compétitivité.
Un petit rappel rapide, donc c'est pas de moi, hein, c'est de Jeff Barney, et c'est quelque chose de relativement classique, mais ça permet de bien encapsuler la problématique d'une entreprise comme la nôtre. C'est qu'on a dans un modèle d'affaires qui repose sur des propositions de valeur, qui elles-mêmes reposent sur des ressources clés. Et c'est autour de ces ressources clés que toute la normalisation et toutes ces réflexions doivent tourner également. Ressources clés qui sont composées de ressources physiques, intangibles, humaines et financières. Et là, sur la droite, vous voyez le détail des ressources qui impactent les modèles économiques et puis les rentabilités des entreprises. Et bien entendu, dedans, il y a la confiance, il y a l'éthique, il y a l'innovation, la technologie et également tout ce qui est RSE qui prend de plus en plus d'importance. Est-ce qu'on pourrait passer au slide suivant? Donc, si on rentre un peu dans le détail de ces ressources clés qui impactent directement la vision du marché, on a en fait, on va dire, trois niveaux d'équations. Le premier, dans l'étape 1, c'était un premier niveau qu'on définit qui est relativement basique, simple. Hein. On est sur une offre unique et on veut la convertir en unité d'œuvre. Donc, on est sur la production, de l'industrialisation. Notre problématique en termes de standards à ce niveau-là pour une entreprise comme la nôtre est basée sur la rapidité, l'automatisme et la masse. Et on a un certain nombre d'activités au sein du groupe, comme des activités de routeur, d'analytique, de numérisation, qui sont tout à fait dans ces problématiques-là. On a également une étape 2 qui est plus liée à la transition numérique, qui est au cœur de la problématique de ces différents sujets. Et là, c'est assez facile de comprendre. On est tous confrontés à ce changement de paradigme depuis on va dire les 20 dernières années, où le capital immatériel devient l'élément principal de valeur ajoutée. Donc, on fait une augmentation en moyenne de 1% par an de la part du capital immatériel dans les chiffres d'affaires. Et on est aujourd'hui à plus de 86%. Je parle de macroéconomie, là, je ne parle pas obligatoirement de TCI. Mais enfin, c'est quand même une valeur aujourd'hui qui peut s'apparenter à tous les domaines, tous les secteurs. Et forcément, la blockchain et la confiance dans le numérique rentrent tout à fait dans cette problématique. Alors, c'est pour ça qu'on parle, en interne en tout cas, presque maintenant de confiance artificielle et l'ensemble des normes d'un tiers de confiance comme nous est articulé autour de ces différents besoins qui relient directement notre activité aux différents standards, notamment en termes de besoins d'instantanéité. On a de plus en plus de transactions, de plus en plus de documents et de plus en plus de contrats qui doivent être de plus en plus rapides. Au niveau de la protection des données, de la souveraineté, c'est aussi quelque chose de super important dans le cadre notamment du RGPD. L'adaptabilité par métier, on voit qu'il y a de plus en plus de réglementations par domaine d'activité, par zone géographique. Et bien entendu, avec les différentes crises de sécurité de ces derniers temps, toute la partie infrastructure, sécurité des données est également un domaine qui est très important et sur lequel la blockchain a son mot à dire. L'équation, l'étape 3, où l'équation se complexifie encore, c'est l'écosystème dans lequel on est aujourd'hui qu'il faut prendre en compte pour dès aujourd'hui, mais aussi pour les plans stratégiques des entreprises et également les plans stratégiques qu'on voit au niveau du gouvernement qui visent à promouvoir l'économie durable
autour de ces différents créneaux comme les circuits courts, l'économie circulaire, l'économie responsable. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte également aujourd'hui dans l'ensemble de nos réponses et dans l'ensemble des solutions, qu'elles soient techniques ou pas, et notre approche du business. Le RSE, l'accessibilité, on en a parlé, le Green IT également, sont des sujets importants au centre des débats. L'emballement des technos, qui est également quelque chose qui complexifie le modèle. Donc là, il n'y a pas que la blockchain, il y a bien entendu l'IA. Je dirais que la blockchain, c'est presque un outil, contrairement à l'IA, qui est un moyen beaucoup plus vaste de changer presque philosophiquement de civilisation. Donc on est quand même sur des niveaux de conscience qui sont pas obligatoirement tous les mêmes et qui ont les mêmes définitions. On a Internet des objets, l'humain augmenté, enfin j'en passe pas mal. Donc on voit que l'écosystème en fait se complexifie beaucoup et que notre besoin de normalisation dans lequel on a un intérêt depuis le départ devient très très complexe, même pour une entreprise comme la nôtre et pour les plus petites entreprises encore plus. C'est que la complexification autour de la confiance, ça touche les différents domaines d'activité. Ce n'est pas la même dans la santé que quand vous êtes dans l'immobilier, que quand vous êtes dans l'assurance. Au niveau des technos, ce n'est pas la même chose quand vous parlez d'IA ou quand vous parlez d'humain augmenté. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans une zone géographique par rapport à l'autre, ce qui fait que l'équation se complexifie de plus en plus. Et que si on veut comment dire, faire en sorte que l'entreprise ne devienne pas forcément une machine à confiance et devienne plus, et qu'on garde le levier au bon endroit et qu'on continue à pouvoir investir dans d'autres domaines de la confiance, comme dans l'innovation, comme dans l'amélioration des techniques, à ce moment-là, la blockchain porte tout son sens puisqu'elle a une vraie promesse et on l'envisage comme presque, alors j'aime bien le terme, mais bon, c'est peut-être pas le bon, comme une théorie du tout pour qu'on arrive à homogénéiser et harmoniser cette notion de confiance, la définition même de la confiance autour d'un tronc commun, d'un standard qui puisse être utilisé par le maximum de domaines de technologie. En fait, la blockchain et le standard tel qu'on l'envisage, ce serait d'avoir un standard pour les standards. Est-ce qu'on pourrait passer au slide suivant? Voilà, donc moi j'ai essayé de présenter rapidement les différents freins qu'on rencontre au quotidien pour avoir plus de cas d'usage et plus de complétude dans notre approche. Donc, sur la partie gauche, vous avez les différentes caractéristiques. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une blockchain. Les différents freins qu'on rencontre aujourd'hui, alors c'est vrai pour moi, c'est peut-être pas obligatoirement vrai pour tout le monde. C'est des difficultés déjà dans un premier temps à souvent avoir un retour sur investissement clair à présenter à nos directions pour avoir le financement pour monter des appels à projets ou des produits autour de la technologie distribuée. On est tous des grands acteurs du cloud et c'est assez souvent la blockchain perçue comme une innovation de rupture alors que c'est plutôt une innovation incrémentale. Et là, il y a un certain nombre de freins à levier en expliquant ce que la blockchain peut apporter en surcouchant des solutions existantes et en facilitant finalement l'intégration de ces choix technologiques. Le deuxième aspect sur lequel la normalisation et les standards peuvent apporter
apporter des choses, c'est la perception, c'est l'absence de qualification. Aujourd'hui, on aime bien la qualification parce que ça permet de transférer la responsabilité entre le producteur, entre celui qui crée qui donne le service, qui, comme il est qualifié, porte la valeur probatoire naturellement, et celui qui reçoit, puisque c'est à lui de prouver, quand on est qualifié, qu'il y a eu une faille. Et ça change tout en termes de service client, ça change tout. On a en termes d'approche, et ça, c'est une réelle source d'économie. Le RGPD, aujourd'hui, c'est un sujet central autour de la blockchain. Les caractéristiques de la blockchain font qu'au niveau de la protection des données, il y a un certain nombre de leviers à prendre en compte qui sont systématiquement débattus quand on fait un appel à projet. C'est le droit à l'oubli, c'est la fin de vie, c'est l'accessibilité forte, puisque la donnée est partagée, la souveraineté des données. Donc là-dessus, il faudrait que dans la norme, il y ait un certain nombre d'exigences ou au moins de bonnes pratiques qui permettent de faciliter le discours entre ces différents acteurs pour qu'on évite le plus rapidement possible qu'on élude ce type de conversations qui prennent beaucoup de temps et qui finalement pénalisent un petit peu les cas d'usage, puisqu'il y a des solutions dans chacun de ces cas-là. Pas de gouvernance, alors quand on offre un service, c'est problématique, à 100% blockchain, c'est problématique également, puisque ça complexifie la partie service client, et on est souvent amené à réaliser un nœud, alors c'est paradoxal, un nœud complémentaire qui soit un nœud de gouvernance pour gouverner les autres. Quelque part, on est en train au milieu du guet, du coup, puisqu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui centralise quand même pour tout ce qui est support. Donc, c'est la définition du front-end et du back-end, où on voit finalement que la blockchain aujourd'hui, dans l'ensemble, en tout cas des appels à projets que j'ai pu faire, on l'avait essentiellement au niveau du back-end et des moteurs. Et enfin, on a un frein qui est plus idéologique sur des vieilles images et des vieilles idées reçues autour de l'écologie et du blanchiment. Mais ça, j'en parle pas et j'espère qu'on en parlera de moins en moins. Donc, au niveau des différents cas d'usage, pour aller très vite, on a au sein de Tessie un certain nombre de cas d'usage qui ont été facilités par la blockchain, notamment au niveau de l'accompagnement du changement. On est passé et on passe aujourd'hui d'un certain nombre d'applications monolithiques vers des applications de type microservices. Et là, on voit que la blockchain, ça peut apporter une surcouche qui est très intéressante et économique et qui permet de gérer la transition. On a un certain nombre de projets également autour du vote, des pétitions, la démocratisation finalement de l'activité numérique, qui là aussi la blockchain a tout son mot à dire, et on a un certain nombre de cas d'usage qui ont un peu plus évolué que d'époque, qui sont réellement manifestés. La traçabilité d'épisodites là-dessus, on a des leviers d'économie assez importants. Par contre, en tout cas moi, je remarque qu'on est complètement bloqué dès qu'on s'adresse à des blockchains de type public et qu'on reste systématiquement sur des solutions blockchain privées ou semi-privées, à cause essentiellement souvent du RGPD. Ça ne nous empêche pas de faire la blockchain, mais on est sur des blockchains, on va dire, privés, sur les différents cas d'usage. Ensuite, l'alternative à la force brute, c'est assez mal géré aujourd'hui, et on voit que dans les différents modèles qui sont mis en place, on n'est plus sur des preuves d'enjeu ou des preuves d'autorité que sur des proof of work pour des raisons d'impact et d'écologie également, telles que on a pu le préciser avant. Et en termes
protection des données, il y a un levier qui est prometteur et qui d'ailleurs nous a sorti de pas mal de soucis sur quasiment l'intégralité de nos projets. C'est le fait, le zéro knowledge proof, en l'occurrence, le fait de ne pas mettre dans le registre des données personnelles ou des données porteuses des données sensibles, tout simplement parce que s'il n'y a pas de données, à ce moment-là, il n'y a rien à piquer. Donc, où il n'y a rien à partager et forcément, ça répond à une grosse partie des problématiques des freins du RGPD. Donc voilà, donc en conclusion, si je peux aller très vite, le paradoxe de l'anneau, c'est un petit peu un trait d'humour pour dire que aujourd'hui, on est encore souvent au milieu du gué, en tout cas dans nos projets professionnels, c'est-à-dire qu'on fait de la gouvernance répartie, c'est bien perçu, mais assez rapidement, on remarque qu'on est obligé quasiment d'avoir un nœud qui gouverne les autres, un petit peu comme dans le Seigneur des Anneaux, et que ça relativise un peu le tout. Donc, le projet de normalisation, le projet de standard vise justement en termes d'intérêt pour nous d'être facilitateurs et finalement de pouvoir répondre à cette problématique-là et donc du coup de libérer totalement le business et d'être là réellement, de porter réellement la blockchain comme un accélérateur de business au même sens que les autres technologies.